Ministère public contre M. C.C. Raphaël Lava. Venez, s'il vous plaît. M. Marcel Guilawogi, M. Claude Pivi, M. Moussa Kiegoro Kamara, M. Ibrahim Kamara Adi Kalonzo, M. Aboubakar Gakite Edi Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Alpha Amadou Balde, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilawogi, le Parti civil, M. Ouriba Iloba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Maître Kierno Amadouri Diallo. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Hier, j'avais parlé des faits et des infractions. Aujourd'hui, je ne parlerai que des intérêts civils. Monsieur le Président, honorable assesseur, les événements du 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi ont endeuillé la Guinée entière ainsi que la communauté internationale dans son ensemble. La Guinée avait subi plusieurs atrocités, mais celle du 28 septembre 2009 et les jours qui ont suivi constituent un drame à l'échelle mondiale. 2652 êtres humains ont été ôtés de leur âme pour avoir tout simplement exercé un droit constitutionnel reconnu par nos lois et tous les instruments juridiques internationaux. Je veux parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je veux parler du Pacte international sur les droits civils et civiques, etc. 1480 blessés par les faits et gestes de ceux sur lesquels les Guinéens comptaient pour assurer leur sécurité et l'intégrité du territoire national. Monsieur le Président, une population civile ne peut compter que sur son armée pour sa protection, pour sa sécurité. L'armée, dans sa composante, qu'il soit des militaires, des gendarmes, des policiers, tous les corps confondus. Normalement, ils devraient être les premiers à entrer au paradis, Monsieur le Président. Un militaire qui passe la nuit, couché à la frontière, avec son arme, en train de regarder à gauche et à droite, si l'ennemi n'est pas en train de venir pour attaquer sa population, une seule nuit lui suffit largement pour entrer au paradis. Si les militaires savaient leur rôle, leur mission et la rétribution qui leur est réservée, ici sur terre et à l'au-delà, ils allaient respecter leur population. Ils allaient la considérer. Il devrait y avoir un sentiment d'amour et de fraternité entre les militaires et les civils. Il ne devrait pas y avoir d'animosité entre les civils et les militaires. Monsieur le Président, pour une petite anecdote, les 2 fois que je me suis rendu en Europe, comme je ne suis pas tellement intelligent, je me perdais souvent au niveau des métros.
au niveau des bus, en changeant de ligne. Je vous assure, à chaque fois que j'ai rencontré un homme en uniforme, j'étais immédiatement satisfait. Le monsieur se mettait à ma disposition entière, il prenait son bloc-notes, il m'indiquait l'itinéraire, il indiquait les numéros de bus, les numéros de métro, ainsi de suite, à prendre jusqu'à destination. Et quoi faites-vous, monsieur? De sorte que, là-bas, quand vous apostrophez seulement un homme en uniforme, il se met à votre disposition. C'est ce qui devrait se passer entre nous. Les civils ne sont pas les ennemis des militaires. Les militaires ne sont pas les ennemis des civils. Nous sommes une même nation, une seule population. Il n'y a pas de différence entre nous. Cette population civile, Monsieur le Président, a été surprise, encerclée, massacrée, frappée, torturée, séquestrée, violée, violentée, dépouillée de tous ses avoirs et humiliée devant le monde entier par des gens pour lesquels ils ont financé pour leur recrutement, leur formation et leur traitement salarial. Monsieur le Président, les armes et munitions utilisées ont été achetées par cette population civile qui paye l'impôt, qui paye toutes les taxes. Cette armée a été mise en place pour assurer leur protection, leur sécurité. Elle ne devrait pas faire le contraire. Sinon, comment un salarié peut tuer son employeur et s'attendre à un salaire élevé? Comment des enfants peuvent tuer leurs parents et s'attendre à une éducation et un encadrement adéquat? Comment peut-on tuer les acteurs politiques et les militants et parler de démocratie et de droits de l'homme? Ce n'est pas possible. On ne peut pas parler de démocratie et de droits de l'homme sans acteurs politiques, sans société civile, sans le respect minimum des droits humains et des libertés fondamentales. Les acteurs politiques, ce sont les fruits de nos universités. Les acteurs politiques, nous devrions être fiers d'eux. Nous devrions les appuyer. Nous devrions les guider. Nous devrions les soutenir. Et les militants sont les pépinières. C'est parmi les militants que des acteurs politiques vont sortir demain. C'est parmi les militants qu'il y aura des chefs d'État, des ministres, des députés, des élus locaux, des magistrats, des avocats et des ouvriers, parmi les militants. Mais lorsque vous tuez les fruits et les pépinières, qu'est-ce qui va rester? C'est le désert qui va venir. C'est le désert. Nous tous, nous sommes des leaders. Qu'on soit militaire ou civil, nous sommes tous des leaders. Qu'on soit militaire ou civil, nous sommes tous des militants. Et c'est ce qui fait que même les militants votent. Même les militaires votent, j'allais dire. Et ils sont toujours les premiers à voter lors des élections. Pour leur considération.
ils ne sont pas plus importants que les civils. Mais vu les fonctions qu'ils occupent, les rôles qu'ils jouent, les missions auxquelles ils sont assignés, ils sont privilégiés. Ils votent toujours les premiers. Doit-on marcher sur des cadavres pour commander? Commander qui après? Des cimetières. On va commander des cimetières. Je me demande si cette idéologie est dispensée dans les cours de communes de base ou dans les académies militaires. Je me pose cette question. Beaucoup d'entre vous ici ont fait des formations spéciales dans les académies militaires, après la commune de base. Est-ce qu'on dispense ces cours là-bas? Parce que normalement, ce que vous avez reçu au cours de ces formations, c'est une restitution que vous devriez faire dans la vie pratique. À travers les agissements des militaires, leur comportement, leur attitude, les civils devraient se rendre compte que ces gens-là ont étudié plus que nous. Parce qu'ils connaissent la valeur humaine, la dignité humaine. Est-ce qu'on peut remplacer les morts? Jamais. Où sont les disparus? Où sont les corps embarqués dans des camions militaires par des militaires, envoyés dans des camps militaires? Où sont ces corps? Si vous avez tué, d'accord, c'est entre vous et Dieu, mais présentez-nous les corps au moins pour qu'on puisse les enterrer dignement, pour permettre aux familles éplorées de faire leur deuil. C'est pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, que j'ai salué l'arrivée du Prytanée militaire. J'espère que ces enfants qui ont été recrutés fraîchement après l'examen d'entrée en 7e recevront une formation et un encadrement adéquat qui leur permettront de respecter la vie humaine, la dignité humaine, de considérer l'être humain. J'espère que de bons soldats vont sortir de ces Prytanée militaires. Dieu dit dans son noble Coran, Ba'da auzubillahi minash shaitanir rajim, Man qatala nafsan bi khayri nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an. Khalas. Dieu dit dans son noble Coran, quiconque aura donné la mort à un autre, alors que ce dernier n'est ni un meurtrier, ni un séditieux sur terre, est considéré comme étant le meurtrier de l'humanité entière. Donc, lorsque vous tuez une seule vie, vous êtes considéré comme étant le meurtrier de l'humanité entière. Si vous tuez 2 personnes, c'est comme si vous avez tué l'humanité 2 fois, ainsi de suite. Et il poursuit, il dit, celui qui sauve une vie, une seule vie, est considéré avoir sauvé l'humanité entière. À plus forte raison si vous sauvez plusieurs personnes. À vous de choisir. C'est vous qui savez si tuer l'humanité entière une fois ou une fois va vous avantager. Choisissez.
Pour soulager les victimes, Monsieur le Président, de ces viols collectifs, ces tortures, ces exterminations, ces disparitions forcées, qui ne sont rien d'autre que des crimes contre l'humanité, nous sollicitons très respectueusement que l'État guinéen soit enjoint à une prise en charge médicale effective et totale à toutes les victimes malades pour le reste de leur vie, Monsieur le Président. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des femmes qui ont le sida. C'est une maladie à vie. On n'a pas pu l'éradiquer. Elles ont été rejetées dans la société, rejetées par leurs maris, rejetées par leurs enfants, rejetées par leurs familles. Une prise en charge totale est nécessaire, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sollicitons également que les accusés soient solidairement condamnés à payer tous les montants que mon prédécesseur, Maître Alpha Ahmad Desba, vous a communiqué hier, à savoir pour les morts, pour les ayants droit des morts et disparus, 3 milliards de francs guinéens par personne, pour les femmes victimes de viols, 2 milliards de francs guinéens par personne, pour les victimes de coups et blessures volontaires, 1,5 milliard de francs guinéens par personne, pour les victimes de torture, 2 milliards de francs guinéens par personne. Et enfin, pour les victimes de pillage, 1 milliard de francs guinéens par personne. Nous pensons que ce montant n'est pas énorme. Ce montant est un montant juste et raisonnable, Monsieur le Président, qui ne pourra même pas réparer tous les dommages, tous les préjudices, j'allais dire, subis par nos clients. En le faisant ainsi, Monsieur le Président, vous aurez rendu justice à l'humanité entière, Monsieur le Président. Je laisse le soin à mes autres brillants confrères de la partie civile pour vous parler des autres accusés, à savoir l'adjudant-chef Mamadou Aliou Keïta, le colonel Blaise Goumou, le capitaine Cessé Raphaël Haba, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité et le colonel Ibrahim Kamara dit Kalonjo. Je pense avoir plaidé et je vous remercie pour votre bien aimable attention. Maître Drissa Traoré. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, c'est avec honneur que je prends la parole devant votre tribunal. Honneur, mais dans une situation d'une gravité extrême. Et donc, on n'est jamais heureux de pouvoir prendre la parole dans de telles circonstances pour les parties civiles qui ont souffert le martyre. Vous me permettrez de vous remercier, Monsieur le Président, vous et votre tribunal, pour cette année et 6 mois que vous êtes là à écouter avec calme, avec sérieux, mais avec fermeté. Parce que le tribunal, c'est également cela, conduire les débats, mais aussi permettre d'aller au bout et à la fin. Soyez remerciés, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Le parquet, que dire, qui nous a envoyés ici, puisque c'est le parquet qui poursuit, qui pendant également tous ces mois était là dans sa constance, dans son calme, mais avec également les personnalités diverses
qui le composent, mais qui nous ont permis également d'avancer et d'arriver à ce jour. Je voudrais dire un grand merci au barreau de Guinée. Vous savez, je ne suis pas guinéen pour pouvoir prendre la parole devant votre tribunal. Il me fallait nécessairement l'autorisation du barreau de Guinée. Le bâtonnier sortant, l'actuel bâtonnier, l'ensemble des membres du Conseil de l'Ordre, de leur Conseil de l'Ordre et des avocats guinéens qui nous permettent d'être ici aujourd'hui. Nos confrères de la défense, je peux vous dire que généralement, je ne suis pas à cette posture de partie civile. La plupart du temps, je suis à la défense. Je pense que je me sens mieux à la défense. Mais par la force des choses et des événements graves qui ont été commis ici, les graves violations des droits de l'homme nous amènent à être ici, de ce côté-ci. Je voudrais leur dire merci. Merci pour avoir déployé tous les moyens qu'ils avaient pour assurer la défense de leurs clients. C'est cela également le procès pénal. Que dire de mes confrères de la partie civile, celles et ceux avec lesquels nous avons longtemps travaillé. Je voudrais leur dire merci pour leur constance et leur dévouement, leur engagement. Je sais comment ils ont souffert. Mais je voudrais dire merci particulier à deux personnes. Maître Hamidou Barry. C'est vrai que ce n'est pas un retour de bon procédé, mais en réalité, ce que je le dis avec conviction et foi, et je le ressens. Parce qu'au début de cette affaire, c'est lui qui était le coordonnateur de notre collectif. Nous savons que nous avons suivi, nous avons traversé des difficultés. Il n'est pas là, mais je sais qu'il entendra ma voix. Je voudrais lui rendre hommage. Et l'autre personne, c'est Maître Amadou Despa, que j'ai appris à découvrir et à apprécier. Et je puis dire que j'ai eu une fierté énorme d'être constitué à vos côtés, chers confrères, et les autres également. Merci. Après avoir écouté mes deux confrères hier, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je me suis demandé, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu peux dire? Si nous étions en matière civile et en matière commerciale, je leur aurais demandé tout simplement, écrivez mon nom à vos côtés pour que les écritures que vous déposez soient également les miennes. Mais nous sommes en matière pénale, en matière criminelle, où la voix doit être entendue et portée. Et j'ai fait des kilomètres et des kilomètres pour arriver. Il faut que également ma voix soit associée à leur voix. Je voudrais à ce stade de mon propos, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, me souvenir d'un certain nombre de personnes. Parce que nous sommes là aujourd'hui, à l'audience des plaidoiries et des réquisitions. Mais nous sommes partis de loin. Les événements datent du 28 septembre 2009. On a dû traverser des monts et des vallées, des obstacles et des embûches. Il a fallu que des personnes soient là également à nos côtés, aux côtés de la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains, l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et du citoyen et l'Association des amis et parents des victimes du 28 septembre. Vous me permettez, Monsieur le Président, de dire un grand merci à ces personnes qui nous ont accompagnés et soutenus, même si beaucoup ne sont pas là aujourd'hui. Maître Sidiki Kaba, qui était le premier de la FIDH à nous accompagner ici, en Guinée, pour qu'on puisse faire le plaidoyer nécessaire. Qui a été président de la FIDH et président d'honneur. Maître Patrick Baudouin, également président et président d'honneur de la FIDH.
Dimitri Christopoulos, qui a été président, et sa première mission en tant que président de la FIDH, c'était en Guinée. Parce qu'il a estimé que les événements du 28 septembre 2009 étaient des événements qui ne pouvaient pas passer comme ça. Et qui nous a accompagnés. Alice Mongué, l'actuelle présidente également, qui nous a soutenus et qui nous soutient. Et nous avons un certain nombre d'avocats, le groupe d'action judiciaire de la FIDH, qui fait que je suis là aujourd'hui, avec Martin Pradel, qui est coordonné par Maître Bectad Clémence, qui malheureusement n'a pas pu faire le déplacement. Je voudrais également, au niveau de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et du citoyen, parce que partie civile également à cette procédure, dire que Dr Madjousso a été constant dans cette lutte-là avec nous. Abdul Kadiri Diallo, qui les deux ne sont plus là, mais je sais qu'à ce jour, là où ils sont, ils peuvent être fiers de ce que leur combat est abouti à ce procès, à ce jour, et bientôt à une décision. Souleymane Ba, l'actuel président qui conduit les destinées de cette organisation. Je voudrais également avoir une reconnaissance à une dame que je peux dire, j'allais dire que nous avons trimballé, elle est là, Asma Oudian, qui a fait les 4 coins de la Guinée, mais du monde, pour que la voix des victimes soit entendue, pour que ces événements ne soient pas oubliés. Merci, madame, pour votre constance. Mais les victimes, ces victimes que nous représentons, qui ont payé le lourd tribut, qui ont été malmenés, je voudrais en ce jour, où je porte leur voix, leur dire toute ma compassion, leur dire également qu'elles ne sont pas seules, elles ne seront jamais seules, car il y aura toujours des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes à leur côté, malgré cette douleur que nous ne pouvons pas en réalité partager et connaître, parce qu'elles ont vécu cela dans leur chair et dans leur peau. Ces victimes, malgré les incertitudes, leur douleur et parfois leur inquiétude, ont constamment participé à l'œuvre de justice. Depuis l'instruction préparatoire, au débat devant votre tribunal, et aujourd'hui encore, qui ont estimé que leur constance devrait permettre à ce qu'un jour nouveau se lève en Guinée. Je suis de loin, mais je suis si proche de ce dossier, Monsieur le Président. J'ai pu vous dire, déjà en novembre 2009, j'étais en Guinée. Soit à peu près 2 mois après les événements, j'étais là. Dans le cadre de la Fédération internationale pour les droits humains, j'étais là pour, aux côtés des victimes, comprendre ces douloureux événements qui se sont déroulés en terre de Guinée, cette terre en Afrique de l'Ouest, qui a une tradition de peuple qui a accepté d'aller très tôt aux indépendances, pendant que d'autres peuples étaient au ralenti et qui devraient porter la fierté de l'Afrique, qui malheureusement a connu ces événements douloureux. Nous étions là avec certains de nos amis, et nous étions 3, 2 autres Burkinabés. Malheureusement, un n'est plus de notre maître, le juge Kambou Kassoum, qui a été président du Conseil constitutionnel plus tard au Burkina Faso, qui s'en est allé, mais également avec Ali Sanou, l'actuel secrétaire général de l'Organisation guinéenne des droits, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Nous étions là également le 3 décembre 2009, et nous savons ce qui s'est passé, mais ce n'est pas ce qui nous réunit ici. Nous étions là, partie civile, concourant à ce que l'audience se tienne ici, en terre guinéenne,
pour avoir le caractère national, pour ne pas qu'on dise c'est les autres qui ont jugé, ce sont les autres qui ont condamné un tel ou un tel, ce sont les autres qui ont élargi un tel ou un autre, parce que la communauté internationale veut ceci ou cela. On a voulu, on a souhaité, on a prié que justice se fasse en Guinée, en terre guinéenne, aux côtés des victimes, proches des victimes. Heureusement, Monsieur le Président, nous sommes là aujourd'hui devant vous. Ce vœu a été satisfait. Mais je m'en voudrais, sans dire un mot, d'un garde des Sceaux, ministre de la Justice, Cheikh Sako, qui durant plusieurs années avec qui nous avons interagi, à qui, devant les portes de qui, de fois, nous faisons tout pour que cette procédure avance. Et évidemment, les autorités actuelles qui ont permis que ce procès s'ouvre. Sur l'instruction, Monsieur le Président, on a entendu beaucoup de choses. L'instruction bâclée, l'instruction, il n'y a rien dans le dossier est vide. Je suis d'ailleurs, mais je ne suis pas loin de la Guinée. Je suis d'ailleurs, mais longtemps, j'ai été dans cette procédure. Je sais comment ces juges d'instruction ont souffert. Je sais dans quelles conditions ils travaillent, vous le savez mieux que moi. Mais c'est bon toujours de rappeler que les conditions n'étaient pas les conditions optimales pour une instruction optimale. Mais malgré cela, ces magistrats guinéens, ces juges guinéens, ces greffiers guinéens ont travaillé d'arrache-pied dans des conditions sécuritaires extrêmement difficiles. Parce que, Monsieur le Président, mes prédécesseurs le disaient ici, des personnes qui étaient soupçonnées d'avoir été auteurs, complices, co-auteurs, etc., étaient encore à des postes importants et sécuritaires de ce pays. Et puis, Monsieur le Président, lorsque l'instruction avait lieu, qui pouvait imaginer que l'audience se tiendrait? Nous avions espoir en tant que partie civile, en tant que conseil de partie civile. Nous prions Dieu pour que ça se tienne, mais je ne suis pas sûr que si on faisait un sondage dans la population guinéenne, il pourrait se trouver plus de 10% qui auraient pensé que ce jour arriverait, que le soleil se lèvera. Mais ces juges, dans ces conditions, ont travaillé, ont fait ce qu'ils ont pu, et je voudrais, Monsieur le Président, si on ne peut pas leur rendre hommage, qu'on ne leur jette pas la pierre, on doit avoir au moins la décence et le courage de reconnaître leur travail, de reconnaître le courage que ces juges ont eu, d'avoir mené à bon port ce dossier qu'ils ont clôturé en 2017. Je voudrais leur rendre hommage là où ils sont pour leur dire qu'ils ont participé à cette œuvre-là. Quoi qu'ils attendent, qu'ils soient fiers. Et je suis sûr que leur descendance sera fière d'eux. Pourquoi ce procès est important pour les victimes? Pourquoi ce procès est important pour les victimes? Lutte contre l'impunité, pas seulement, quoique, mais également pour permettre à la République de Guinée également de tourner une page importante de son histoire. Une page importante de son histoire. Pour rompre avec un passé qui semblait, qui paraissait à par moments, je m'excuse du terme, congénital à la Guinée, mais non. Mais non. On a passé notre étape. C'est aussi la marche de l'histoire. On peut penser, on peut croire, on peut peut-être deux fois être stagnant, mais on continue ce procès à ce sens-là pour montrer que plus jamais les choses ne pourront se faire impunément. Ce procès également est emblématique, historique ici en Guinée, mais également, on peut le dire, en Afrique de l'Ouest, un ancien chef d'État, devant
les juridictions nationales, bénéficiant de toutes les garanties nécessaires pour sa défense. Et pour en ajouter, ce procès, il n'est pas non seulement public, mais il est dans la postérité parce qu'il est capté par les images partout dans le monde. Chacun, partout en Guinée, saura ce qui a été dit et saura comprendre votre décision le moment venu. Ce procès, il est exemplaire, il doit être exemplaire, mais pas que les personnes soient nécessairement condamnées pour l'exemplarité, mais surtout pour montrer que quel que soit notre niveau de responsabilité dans le pays, dans l'appareil politique, administratif, quelle que soit notre position, notre degré de responsabilité dans la hiérarchie, un jour arrivera où nous devrons rendre compte. Donc ce procès est également un exemple. Un procès criminel, c'est un procès des hommes et des femmes, mais ici des hommes. Des hommes dont la personnalité est importante. Parce que, également, un procès criminel ne s'arrête pas uniquement et seulement sur les faits qui sont importants, mais également prend en compte la personnalité de la personne à poursuivre, de l'accusé. C'est pourquoi il me semble important de dire un mot de certains accusés, pas de tous. Un mot pas, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, soyez rassurés, pas pour les dépeindre à noir ou pour leur jeter l'anathème, mais pour rappeler juste des choses que vous savez certainement mieux que moi, mais comme je l'ai dit, la répétition est pédagogique, il est toujours bon de se rappeler. Je vais dire un mot du capitaine-président Moussa Dadis Camara ou du président-capitaine Moussa Dadis Camara. Ici, pendant ce procès, on a entendu beaucoup de choses. Je n'étais au courant de rien. Je ne savais pas ce qui se passait. Il y avait un complot dans mon dos. Des gens ont voulu ceci, des gens ont voulu cela. Des noms ont été cités ici. Mais fort heureusement, Monsieur le Président, vous et nous, le parquet, la partie civile et même la défense, nous sommes contemporains de l'histoire récente de la Guinée. Nous savons. Vous ne pouvez pas l'exprimer comme nous le faisons parce que vous l'exprimerez dans votre décision. Mais nous savons qui est le capitaine-président Moussa Dadis Camara. En tout cas, nous étions en Côte d'Ivoire, nous n'étions pas en Guinée, mais nous avons eu la chance que les moyens de communication soient développés et que nous suivons, j'allais dire au jour le jour, le capitaine-président Moussa Dadis Camara, qui veut nous faire croire ici à cette audience qu'il n'était pas un président avec du pouvoir, qu'il n'était pas un président avec le pouvoir, qu'il n'était pas un président qui avait le pouvoir. Or, il suffit simplement, Monsieur le Président, de suivre ses actes et ses faits, ses paroles, pour comprendre qu'il était omnipuissant, omniprésent, je ne dirais pas omniscient. Qui de nous ne peut pas se souvenir que le président Moussa Dadis Camara, le capitaine Moussa Dadis Camara, ne perdait aucune occasion pour railler des personnalités. Vous avez vu un directeur général de la douane démis en pleine cérémonie. Qui peut être aussi puissant qu'un tel président? Qui peut être aussi président qu'un tel président? Vous avez vu,
Je ne vais pas rappeler de mauvais souvenirs, mais nous avons vu également ce jour-là, nous nous sommes posé des questions, des magistrats mis à la retraite, 10 mis à la retraite anticipée, en pleine cérémonie, qui plus puissant que ce président peut le faire. Quand on fait cela, on ne peut pas dire qu'on n'est pas puissant. Qui que celui-là, qui par des appels téléphoniques dit au Premier ministre n'a pas droit à cela ou ceci. On a tous entendu cela, on a tous vu cela. C'est ce président, le capitaine Moussa Dadis Camara, qui est là devant vous, chef suprême de l'armée, qui faisait tout ça, donc qui était tout puissant. Qui était tout puissant. Donc, aujourd'hui, certainement, il aura le beau rôle de dire « je ne contrôlais rien ». Mais il suffit simplement, Monsieur le Président, de se rappeler ces événements, ces faits-là, et je sais que ce tribunal-là, le parquet et les autres savent mieux que moi. Moi qui viens, je le dis encore d'ailleurs, pas d'ici, mais pas trop loin. Je voudrais également parler du colonel Moussa Tchibourou Camara. Vous savez, lui, de chez moi, je ne le connaissais pas. Je n'avais jamais entendu parler son nom. Mais je crois qu'à l'époque, en 2009, si mes souvenirs sont exacts, il était capitaine. Parce que je me rappelle, je vous ai dit, j'étais là en novembre 2009. Et puis, lorsque nous rencontrions les victimes, les associations de victimes, son nom n'apparaissait jamais lors des rencontres publiques. Personne ne disait son nom. C'est vrai, on attendait le capitaine président Dadis Camara, on attendait le commandant Diakité Aboubakar, mais on n'attendait pas son nom. Mais il suffisait que la réunion finisse et qu'on soit dans la rue. Vous êtes accosté par les participants à la réunion. Je peux vous dire, on ne pouvait pas dire. Il y a un an, il y a deux, je vais revenir après sur le deuxième. On ne pouvait pas dire, il y a le capitaine Thibault qui était là, partout. Il était le chef d'orchestre. Mais on ne peut pas le dire, parce que si nous le disons, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est pour vous dire la puissance que cet accusé faisait ressentir à la population. C'est pour vous dire la peur que la population avait. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, qu'ils avaient le pouvoir. Ils avaient le pouvoir. Ils avaient la maîtrise du pouvoir. Je vous ai dit, il y a un deuxième, c'est le colonel Claude Pivy. Également, dans les mêmes circonstances, dans le même processus, les gens avaient peur et je me rappelle qu'une personne qu'on avait rencontrée nous a dit, j'ai dit son nom dans ma bouche, je ne sais même pas s'il a attendu là où il est. Tellement il faisait peur. Il y a le capitaine Marcel Guilavogui, que lui, à cette époque-là, je n'avais pas entendu, on nous avait dit, ceci, il y avait le neveu, c'est comme ça qu'on nous disait, mais le nom, je ne l'avais pas retenu. C'est lorsqu'ici, après, ces éléments sont sortis, j'ai compris qu'il s'agissait du capitaine Marcel Guilavogui. On nous a dit, c'était lui. C'était l'homme à tout faire, c'était le puissant. Il faisait ce qu'il voulait, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et ici, on se rappelle tous que le commandant Bakar Diakité nous a dit, même les ministres ne valaient rien devant lui. Ils avaient le pouvoir. Ils étaient au pouvoir. Ils avaient le pouvoir. Ils tenaient le pouvoir. Que dire du commandant Bakar Diakité? Que dire de lui? Pendant ces audiences, au début, et surtout lorsqu'il a pris la parole, certains m'ont dit, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que ce n'est pas une doublure? Parce que celui qui était avec Dadis, excusez-moi Monsieur le Président, le capitaine président Moussa Dadis Camara,
c'est pas lui. Il n'était pas comme ça. Il nous faisait peur. Monsieur le Président, pour parler de ces personnes, c'est pour vous dire en réalité que vous ne pourrez pas croire, et je suis sûr, qu'ils n'avaient pas le pouvoir, qu'ils n'avaient pas la maîtrise du pouvoir, qu'ils n'avaient pas la maîtrise de l'appareil d'État, de l'appareil policier et militaire. Ce sont des personnes qui tenaient fermement le gouvernail, qui savaient ce qu'elles voulaient, qui savaient où elles voulaient partir, qui savaient ce qu'elles voulaient faire. On vous dira également, Monsieur le Président, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve, bien, on a entendu répéter. C'est ta parole contre la parole. Ah non, nous sommes en matière pénale, Monsieur le Président. Mais bien mieux, peut-être pire, nous sommes en matière de crime d'État. Ces personnes ne sont pas les premières venues. Ce n'est pas n'importe quelle personne. C'était, Monsieur le Président, le chef de l'État, chef suprême des armées. C'était son aide de camp. C'était le ministre de la Santé. C'était le secrétaire d'État, la lutte contre le grand banditisme. C'était le ministre de la Sécurité présidentielle. C'était, Monsieur le Président. C'est-à-dire, et le commandant Diakité Abubakar l'a dit ici, c'est eux qui ont pris le pouvoir. Certainement, certains sont venus après. Ils ont pris le pouvoir. Donc, c'est eux qui tenaient le pouvoir. C'est eux qui avaient le pouvoir. C'est eux qui faisaient de la Guinée ce qu'ils pouvaient. Donc, dans ces circonstances, dire qu'il n'y a pas de preuve, mais c'est eux qui sont, pour le moment, auteurs présumés. Pour le moment. Mais c'est eux qui avaient le pouvoir également.